Retour sur le plateau d'i24 News et c'est donc l'heure du débat. Les forces kurdes soutenues par l'aviation américaine ont donc lancé une offensive pour reprendre le barrage le plus important du pays, celui de Mossoul. Et face à cette avancée des djihadistes, on s'interroge ce soir sur le rôle que doit jouer la communauté internationale. Avec moi pour en parler, Emmanuel Navon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Elie Carmon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la lutte anti-terrorisme. Vous allez nous donner votre avis sur la question dans un instant, mais avant cela, je voudrais qu'on écoute celui de nos téléspectateurs. On les interrogeait ce soir sur le rôle donc, que devait jouer la communauté internationale, Daniel, en Irak. Bonsoir Daniel. En effet, la question que nous avons posée à nos téléspectateurs aujourd'hui, c'est celle-ci. Les pays occidentaux doivent-ils s'impliquer dans la lutte contre l'État islamique? Alors je vous propose de regarder les résultats de notre sondage et vous le voyez à l'écran, une grande majorité de nos internautes ont répondu oui. 87% pensent que oui, l'Occident devrait lutter contre les djihadistes de l'État islamique. Seulement 10% pensent le contraire et 3% n'ont pas d'opinion à ce sujet. Alors nous avons recueilli leurs commentaires sur nos réseaux sociaux et regardons ensemble quelques exemples. Alors nous avons, comme vous voyez, Jean-Louis Goldenberg qui lui nous écrit oui, mais pas seulement contre l'État islamique, il y a aussi Boko Haram, le Hamas, Hezbollah, les talibans, Al-Nusra, etc. Il souligne aussi qu'il ne faut pas oublier les appuis financiers de ces organisations. Une lutte contre le I sans lutter contre ces autres groupes, selon lui, n'a aucun sens. Et puis on a Charlie Kapor qui lui nous dit que les Occidentaux, au nom des valeurs qui ont fait nos démocraties, doivent intervenir partout où les droits fondamentaux de l'humain sont en danger. Et puis parmi ceux qui sont contre l'implication occidentale dans la lutte contre les djihadistes, il y a Idrissa Maïgaditchev qui lui nous dit évidemment non. On voit la souffrance, la haine, les tueries dans lesquelles vivent les pays où sont intervenus les Occidentaux. Même s'ils interviennent, ce ne serait que dans leur propre intérêt. Et puis un avis, c'est un avis que partage Martine Ilouz qui elle nous dit absolument pas, une autre intervention internationale dans cette région ne fera qu'empirer les choses. Alors voilà Daniel pour l'avis de nos internautes. Je vous laisse en débattre avec nos invités en plateau et je vous rappelle également que nos téléspectateurs sont toujours invités à participer à notre débat en postant leurs réponses sur Facebook, Twitter et notre site internet www.i24news.tv. Merci Daniel pour ces commentaires. Emmanuel Navon, face à cette avancée de l'État islamique, on a senti une communauté internationale qui était plutôt timide, qui a réagi assez tard. Est-ce qu'elle a vraiment pris la mesure de cette menace ? Il n'y a pas de communauté internationale, il y a des pays avec différents intérêts. Les seuls pays qui aujourd'hui sont impliqués dans le conflit en Irak et en Syrie contre l'État islamique, c'est essentiellement les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, certainement pas la Russie, qui soutient Bachar Assad, ou la Chine qui a très peu d'intérêt dans ce conflit, ou les pays d'Amérique latine, c'est essentiellement les pays occidentaux. On voit une politique hésitante essentiellement parce que l'administration Obama est hésitante, et l'administration Obama aujourd'hui semble considérer que son véritable ennemi est beaucoup plus l'État islamique que l'Iran et Bachar Assad. On a même l'impression qu'aujourd'hui l'administration Obama collabore avec l'Iran et Bachar Assad, cet axe commun contre l'État islamique. Et je pense qu'on a vu ça également il y a un an exactement. Je vous rappelle qu'Obama n'était pas intervenu militairement contre Assad à cause entre autres de l'intervention de la Russie. Mais aujourd'hui on voit qu'avec la nomination du nouveau Premier ministre Abadi en Irak, aussi bien les États-Unis que les Iraniens se félicitent. Et je pense qu'Obama également fait une erreur d'appréciation lorsqu'il pense qu'il suffit que Abadi inclue les Kurdes et les sunnites dans son gouvernement pour que tout d'un coup la menace islamique radicale sunnite disparaisse. Alors c'est vrai que c'est une vraie question que soulève Emmanuel Navon. Pourquoi Barack Obama a-t-il choisi d'intervenir en Irak et pas en Syrie, où il y a également des massacres de civils, également des conquêtes de territoires? Pourquoi Obama a-t-il choisi ce combat-là? Parce que les États-Unis ont été impliqués profondément en Irak. Obama a eu une politique contraire à celle de Bush. Il a fait sortir l'armée américaine complètement et a promis au public américain aussi que l'armée irakienne est prête à lutter contre danger, disons, intérieur ou extérieur. Et on a vu que l'armée irakienne s'est écroulée. Ensuite, aussi parce que les Kurdes sont menacés directement. Les Kurdes ont été les alliés des États-Unis et de l'Occident depuis 1991, pratiquement de la première guerre du Golfe. Et donc,
il était très important, je crois, d'un côté, tenter de possibiliter l'union de l'Irak entre les chiites, sunnites et kurdes, et aussi ne pas provoquer la faillite d'un territoire kurde et donc un massacre peut-être même des Kurdes. Oui, mais justement, en s'alliant avec les Kurdes, en pariant sur les Kurdes aujourd'hui, est-ce que les Américains ne mettent pas en danger l'unité du pays ? L'unité du pays n'existe plus, il faut bien se rendre à l'évidence. L'Irak n'existe plus. Mais crée par un déséquilibre, en tout cas, entre l'équilibre des forces entre l'autorité centrale et les Kurdes aujourd'hui ? Vous savez, les États-Unis disent souvent que sans la création d'un État palestinien, il n'y aura pas de stabilité au Proche-Orient. Alors pourquoi disent-ils que la création d'un État kurde n'apportera pas plus de stabilité au Proche-Orient ? Les Kurdes sont un véritable peuple, authentique, contrairement aux Palestiniens. Et eux, c'est le seul peuple de cette région qui est productif, qui a une administration qui fonctionne. C'est la seule région de cet Irak virtuel qui est stable et qui fonctionne. Donc pourquoi empêcher aux Kurdes d'avoir leur indépendance ? Au contraire, je pense qu'un Kurdistan indépendant, avec une population de plus de 6 millions de personnes, qui n'a plus rien à voir finalement avec cet Irak complètement en dislocation, qui avait été massacré en 1988, plus de 150 000 Kurdes gazés par Saddam Hussein. Je crois qu'ils méritent leur indépendance et que les États-Unis commettent une erreur grave en ne soutenant pas explicitement l'indépendance des Kurdes. Alors pourquoi ? C'est de la réelle politique comme d'habitude. Les États-Unis ne veulent pas froisser Erdogan et leurs nouveaux alliés iraniens, qui eux aussi ont des minorités kurdes et dont ils ne veulent pas l'indépendance. Personne ne parle du fait que Erdogan empêche l'indépendance des Kurdes dans son propre pays. Même chose avec l'Iran. C'est de la pure réelle politique de la part des États-Unis. Mais je pense que c'est bien entendu une politique qui finira par se retourner contre eux parce qu'elle est tellement hypocrite qu'il y a une limite à cette hypocrisie. Allez, on nous indique à l'instant que les Kurdes, les forces kurdes qui sont donc aidées par l'aviation américaine ont repris totalement ce barrage de Mossoul qui est le barrage le plus important du pays. Alors vous disiez qu'il fallait soutenir l'autonomie des Kurdes. Le ministre, en tout cas allemand des Affaires étrangères, n'est pas d'accord. Il a affirmé aujourd'hui qu'il s'est prononcé contre un État indépendant des Kurdes car selon lui, il ne faut pas déstabiliser le pays. Israël, dans tout ça, Israël a soutenu, c'était il y a quelques semaines par la voix de Benyamin Netanyahou, l'autonomie du Kurdistan. Je crois qu'Israël, qui a eu une alliance de longue durée avec les Kurdes depuis 1965-70, a intérêt à l'indépendance d'un État kurde, justement parce que s'il y a un État palestinien, pourquoi il n'y aurait pas un État kurde qui entrerait très bien dans la stratégie des alliés périphériques, c'est-à-dire la Turquie à l'époque, les Kurdes, l'Éthiopie, le Kenya et même peut-être l'Iran. Je voudrais justement parler de l'Iran qui maintenant apparaît un allié des États-Unis. Paradoxalement, quand en Syrie, il a envoyé non seulement le Hezbollah et a aidé le régime de Assad, mais a envoyé des milices irakiennes chiites après les avoir entraînés en Iran. Et il y avait plusieurs milliers de combattants chiites. On oublie qu'il y a des combattants étrangers aussi chiites là-bas. Maintenant, ils sont revenus justement parce qu'ils doivent lutter contre le ASAS. Aussi, il y a une différence entre la Syrie et l'Irak. En Syrie, le ASAS est en grande majorité peut-être, il y a une grande partie de combattants étrangers, européens, tchétchènes, caucasiens, et donc il y a la possibilité que ce genre de combattants reviennent en Europe et représentent une menace directe pour les États européens. Et justement, là, ils n'aident pas la lutte contre le SAS, par exemple, qui maintenant tente de prendre des positions tant contre les territoires kurdes autonomes, le Rojava, et aussi près d'Aleppo, dans le nord-est, dans l'ouest de la Syrie. Et donc, ici, il y a, comme on l'a dit, la réelle politique. Moi, je me demande pourquoi tous demandent que les États-Unis ou la Grande-Bretagne interviennent en Syrie quand les principaux acteurs maintenant sont l'Arabie saoudite et la Turquie, deux pays musulmans qui ont des intérêts directs là-bas et qui ont des grandes armées et des arsenaux militaires qu'ils ont reçus des États-Unis et de l'OTAN et demandent toujours l'intervention des États-Unis. Comment ça se fait qu'ils n'aident pas justement à la stabilité ou à aider justement les éléments plus modérés dans le conflit syrien? Vous avez une explication?
Sur la non-intervention des pays européens, ouais. Il faut bien comprendre que les Européens se sont habitués dans le monde de l'après-guerre froide à ce que les États-Unis fassent tout le travail pour eux et bien entendu à les critiquer ensuite. Les Européens se sont habitués pendant la guerre froide à déléguer aux États-Unis leur sécurité. Dans l'après-guerre froide, ils ont essayé de se constituer en puissance économique avec l'euro. On voit où ils en sont arrivés aujourd'hui. Finalement, ce sont les États-Unis qui ont pris en charge toutes les grandes crises internationales de l'après-guerre froide, en particulier en Yougoslavie, puis en Irak. Alors c'est vrai que la Grande-Bretagne est intervenue en Irak aux côtés des États-Unis en 2003, mais on l'a vu en Afghanistan également, les forces européennes faisaient essentiellement du travail de police. C'était les États-Unis qui se battaient sur le terrain essentiellement, et on le voit également aujourd'hui. Maintenant, la capacité militaire réelle, elle est celle des États-Unis au sein de l'OTAN. Mais les États-Unis eux-mêmes ont déclaré qu'il n'y aura pas d'intervention terrestre. Ce sera uniquement pour l'instant des frappes aériennes dans lesquelles les Britanniques et les Français théoriquement peuvent également participer. Mais encore une fois, tant qu'il n'y aura que des frappes aériennes, on voit difficilement comment est-ce que les États-Unis, même en agissant seuls, ce qu'ils sont capables de faire militairement, pourront véritablement endiguer la progression de l'État islamique. Alors vous le dites, cette opération se limite uniquement à des frappes aériennes et pas une opération terrestre. Et finalement, c'est le test de la politique étrangère des États-Unis aujourd'hui qui consiste, on dit, en une light footprint, c'est-à-dire un interventionnisme limité. Est-ce qu'elle n'est pas en train de montrer ses limites ? Non, moi je crois que vraiment c'est plus important de donner un appui aérien aux Kurdes. Et paradoxalement, je crois que vraiment les Kurdes prendront avantage de ce qui se passe sur le terrain. Ils recevront des munitions et des armes beaucoup plus modernes parce qu'ils n'ont pas de force aérienne, ils n'ont pas vraiment de chars armés. Et à cette occasion, ils lutteront contre les sunnites extrémistes, mais en même temps, je crois que ça va renforcer le processus d'indépendance du Kurdistan. On voit qu'il n'y a pas vraiment besoin d'une lutte sur le terrain par les Américains ou les Britanniques. Il faut aider les Kurdes s'organiser, s'armer et ensuite leur donner l'appui militaire et aérien qui permettra leur avance. Je crois on voit déjà la libération de ce barrage très important, pas seulement pour l'économie irakienne, mais aussi pour la sécurité de l'Irak. Oui, parce que c'est une arme pour inonder les zones aux alentours. Alors on a parlé l'électricité aussi. Absolument. L'électricité du nord de l'Irak dépend de ce barrage. Alors on a parlé des populations, des populations américaines, de l'Europe. Chose surprenante, c'est le Hezbollah qui a affirmé lui-même par la voix de Hassan Nasrallah ce week-end que l'État islamique est un monstre qui ne cesse de grossir et menace toute la région. Mais alors au-delà de cette opposition chiite, sunnite évidente, qu'est-ce que ça nous dit sur l'isolement de l'État islamique? On a l'impression qu'il n'a pas vraiment de soutien au sein du monde islamique. Il a le soutien de certaines forces sunnites. Alors c'est vrai que les chiites, comme vous l'avez rappelé, du Hezbollah et de l'Iran, s'opposent en tout cas officiellement à l'État islamique. Il faut aussi faire la différence entre la rhétorique officielle et ce qui se passe en coulisses. Penser que l'Iran s'oppose complètement à l'État islamique, ça n'est pas exact, dans la mesure où l'Iran est intéressé dans un affaiblissement de l'Irak pour pouvoir mieux le contrôler. Alors c'est vrai que les sunnites et les chiites se haïssent, se considèrent mutuellement comme des mécréants, et qu'il y a vraiment une haine très profonde. Cela ne signifie pas que l'État islamique soit aussi isolé que cela, encore une fois, à cause de cette animosité entre les chiites et les sunnites. Bien entendu, les États sunnites de la région eux-mêmes se sentent menacés par l'État islamique, en particulier la Jordanie, qui, je vous le rappelle, est la prochaine en ligne. Donc il s'agit d'une véritable... Israël s'en inquiète, Israël, bien entendu, s'en inquiète, et on ne peut pas détacher ce phénomène de la pression qui est faite sur Israël pour se retirer de territoires supplémentaires. Quand on voit ce qu'a donné le retrait israélien de la bande de Gaza, si on répétait ce retrait à la Judée-Samarie alors même que les forces djihadistes extrémistes sont aux portes de la Jordanie, on imagine la logique d'une telle politique à Israël de prendre la mesure de cette pression internationale lorsque les pays occidentaux parlent d'un État kurde qui déstabiliserait la région et qui font pression pour Israël pour créer un 23e État terroriste aux portes de Tel Aviv avec les forces islamiques qui s'approchent de nos frontières. On se demande quelle est la logique de cette politique de deux poids, deux mesures. Vous êtes d'accord, la menace de l'État islamique qui influe sur le processus de paix? Non, je crois qu'on exagère la possibilité du Hamas, du chaos dans Gaza en cas de la défaite du Hamas. Parce qu'on dit qu'Israël ne peut pas... Non,
en fait, le gouvernement israélien ne veut pas pousser l'offensive dans Gaza parce qu'on a peur du chaos et de djihadistes et salafistes à Gaza. En fait, les salafistes et les djihadistes existent à Gaza seulement depuis 2007, depuis que Hamas a pris le pouvoir par la force et il donne un parapluie stratégique à ces groupes. Donc je crois que la lutte contre le Hamas, en fin de compte, c'est aussi la lutte contre les djihadistes de tout poil, disons. Cela inclut ceux du Sinaï, parce qu'on sait que les Égyptiens craignent beaucoup le fait que le Hamas aide les djihadistes dans le Sinaï, et il peut aider aussi ceux de l'Irak ou en Jordanie, par exemple. C'est vrai que ce message, Binyamin Netanyahou l'a fait passer au cours de cette opération Bordure protectrice pour tenter d'expliquer son action à la communauté internationale. C'est d'ailleurs le sujet de notre invité dans un instant. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, on parlera donc de la stratégie de Binyamin Netanyahou face à la communauté internationale et aux médias internationaux. C'est avec Michel Benami. Restez avec nous.